Aujourd'hui, j'aimerais te partager deux réflexions qui me sont parvenues lors de la lecture de deux livres. Le premier, c'est Jeu fini et Jeu infini de James P. Corse. Et le deuxième, c'est Les 7 habitudes des personnes qui réussissent ce qu'elles entreprennent de Robert Covey. La première réflexion, elle porte sur... les deux, en fait, portent sur l'échec, mais de deux manières différentes. Et disons que les conclusions de ces deux réflexions m'ont apporté beaucoup de sérénité. Je voulais simplement partager ça avec vous, sans préparation. Le premier livre en question, c'est Finite and Infinite Games de James P. Corse, qui parle de la théorie des jeux, mais qui est assez poétique, plutôt philosophique que scientifique. Récemment, j'avais ce livre avec moi en voyage et je lisais par-ci par-là des petits paragraphes. Je me suis pas plongé dedans tant que ça, mais le fait de l'avoir avec moi, ça a disons influencé toutes mes réflexions et mes méditations. Je voulais vraiment commencer avec ça pour parler de l'importance de la lecture, mais dénuée de sa dimension scolaire. Et que en vrai on peut bénéficier des avantages de la lecture sans avoir à lire pendant des heures, sans avoir à devoir terminer un livre du début à la fin, mais simplement en l'ayant avec soi. Et en fait le fait d'avoir pris ce livre avec moi en voyage pendant ce week-end, c'est comme si j'avais la pensée de l'auteur qui me suivait, qui me guidait, qui me conseillait à chaque fois que je me posais pour prendre un peu de recul. Et la première réflexion justement que j'ai eue en prenant du recul, c'était que généralement, lorsqu'on réussit quelque chose dans sa journée, dans sa semaine, dans sa vie, j'ai remarqué personnellement j'ai tendance, quelques temps plus tard, à observer un échec très rapide. Je me suis beaucoup posé la question sur cet échec post-succès. Et une des pistes qui me paraît intéressante est celle que j'ai eue justement ces derniers jours, je vais vous la partager. C'est la fameuse phrase qui dit que le meilleur ennemi de la réussite, c'est le succès. Dans mon quotidien, c'est quand même quelque chose qui me freine beaucoup. Je sens que je pourrais beaucoup plus avancer dans ma vie lorsque je suis vigilant aux succès qui surviennent. Parce que généralement, peu après, je finis par retomber dans un échec qui peut être dû à plein de choses, à du relâchement, à de l'habitude au confort, etc. Au confort qui a été amené par ce succès-là. Et c'est quelque chose que j'ai pu observer à différentes échelles. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une année, par exemple, je sais que lorsque je vais avoir 3 mois où je me serai poussé dans mon autodiscipline à progresser et à m'améliorer, je sais que le mois suivant, je vais chuter beaucoup en termes de volonté et en termes de progrès dans le domaine dans lequel j'ai évolué. Là, par exemple, les 3 derniers mois, je publiais régulièrement des vidéos. J'avais comme objectif de publier une vidéo par semaine. J'ai beaucoup appris là-dessus, j'ai progressé. Et les semaines qui ont suivi, la fin de ce défi-là, j'ai senti pareil, une baisse de motivation. J'ai senti de nouveau, après le succès, une phase d'échec qui revenait et c'était pas évident à recevoir, mais en tout cas ça nourrit pas mal de réflexions. Mais ça peut s'observer aussi à l'échelle de la journée. Par exemple, il y a quelques jours, ma journée se passait plutôt bien, c'est-à-dire que j'enchaînais les petits succès dans la journée. Je suis arrivé au paroxysme de cette journée-là, après un appel concluant avec un potentiel client, avec qui ça s'est plutôt bien passé, avec qui l'échange a été challengeant pour moi, et dans lequel vraiment j'ai dû puiser dans mes compétences pour recadrer l'échange et pour arriver à faire en sorte que à la fois le client et moi-même soyons gagnants tous les deux. Et ça a fini par une signature. Donc j'étais gagnant. J'ai eu ce petit succès-là et juste après, j'ai retrouvé des amis pour faire un paddle. Et à ce moment-là, en fait, c'est mes amis qui me l'ont remarqué, mais ils m'ont fait remarquer que j'étais trop nonchalant, que j'avais peu d'énergie. Je ratais toutes les balles, etc. Et là, j'ai eu un petit déclic, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Je me sentais trop bien après cette journée, après cet appel positif avec un client. Et là, bah, en fait, avec mes amis, les gens que j'aimais, et je jouais mal. Et j'étais pas dedans, quoi. Je donnais l'impression d'être absent. Or, mon expérience à moi, elle était plutôt positive, en fait, elle était confortable. Mais c'est là la distinction, c'est que intérieurement, j'étais confortable, mais en fait, j'étais totalement pas impliqué dans le jeu, dans le nouveau jeu qui a apparu. Et en fait, c'est en ça que j'ai pu faire le lien avec le livre de James P. Corse. Dans ce livre, il fait la distinction entre les joueurs de jeu finis et les joueurs de jeu infinis.
Pour lui, un jeu fini, c'est un jeu avec des règles bien précises et qui a un début et une fin. Et le but, c'est de gagner et de ne pas perdre. Et à l'inverse, un jeu infini, c'est un jeu dont les règles sont claires, mais elles sont définies par le joueur lui-même. Et le but d'un jeu infini n'est pas de gagner, mais plus de jouer en fait. Le but du jeu d'un jeu infini, c'est de jouer, de ne pas forcément gagner. Et donc, il développe beaucoup cette réflexion-là. Peut-être que j'en parlerai dans un résumé un peu plus dédié aux idées de ce livre qui sont très, très intéressantes. Mais j'ai fait le lien en fait entre ces deux types de joueurs. Le joueur de jeu fini et le joueur de jeu infini. Et en fait, j'ai remarqué que dans cette journée-là, j'étais plutôt un joueur infini au début de ma journée, dans le sens où je prenais chaque étape de la journée, chaque challenge de ma journée, chaque rituel que je devais accomplir, etc., comme un nouveau jeu auquel je devais jouer. Et donc j'ai accumulé des petits succès comme ça, en ayant l'attitude du joueur infini, parce que mon but c'était simplement de jouer les jeux et d'y jouer avec une attention la plus totale, dédiée à ce jeu-là. Jusqu'au moment où j'ai eu le plus gros succès de la journée, qui a été cet appel concluant. Et c'est là où je me suis transformé en joueur fini, justement. Et j'ai commencé à ne plus donner d'importance au jeu qui était la partie de paddle entre amis. Parce que à ce moment-là, mon focus n'était plus de jouer au jeu le mieux possible, mais était plutôt de gagner le jeu, sachant que juste avant, j'avais déjà eu un succès. Donc j'arrivais en fait avec une certaine arrogance, entre guillemets, par rapport à mon implication dans ce nouveau jeu-là. Et en fait, c'est une réflexion qui m'a vraiment ouvert la perception par rapport à ma journée idéale et par rapport au fait de percevoir chacune de mes journées comme étant une succession de petits jeux. Mais que la journée en elle-même était un jeu infini et que le but était de s'impliquer dans chacun des petits jeux, chacune des interactions avec les gens, avec mes proches, avec mes clients, avec mes élèves, les prendre chacune pour un jeu dans lequel je m'implique à 100%, j'investis 100% de mon attention dessus. Et bizarrement, c'est ça qui va faire que j'aurai le sentiment à la fin d'une journée réussie et pas d'une journée gagnée. Donc voilà pour la première réflexion. Et je vais enchaîner sur la deuxième réflexion. Vous aurez l'impression que ça n'a rien à voir, mais vous comprendrez sûrement le lien au fur et à mesure que je vais vous développer cette réflexion-là. Elle concerne en gros la problématique des personnes qui sont toujours en retard au rendez-vous. J'en fais partie bien évidemment. Et une des explications en psychologie de ce phénomène, de ce comportement-là, chez ces personnes qui n'arrivent pas à être à l'heure au rendez-vous, une des explications en psychologie, c'est de dire que ça vient d'un excès de confiance de l'individu. Ça semble un petit peu tiré par les cheveux comme explication, étant donné qu'une personne qui est souvent en retard, on se dit qu'elle n'a pas vraiment confiance en elle. Si elle était vraiment confiante en elle, eh bien, elle tiendrait les promesses, etc. Et en fait, encore une fois, tout est une histoire d'échelle. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a confiance en lui de manière générale, à une échelle globale, eh bien, c'est quelqu'un qui généralement aura peu confiance au jour le jour. C'est la fameuse phrase de l'économiste dont j'ai plus le nom, qui dit qu'il faut être pessimiste sur le court terme, mais optimiste sur le long terme. Et en fait, quelqu'un qui est en retard, c'est l'inverse en fait qu'il est en train de faire. Donc je parle pour moi en premier, donc je lance la pierre à personne, hein. Je suis le premier concerné. Mais quelqu'un qui est souvent en retard, une des pistes qu'il peut avoir pour travailler ça, c'est de voir les moments qui précèdent les rendez-vous qu'il a, et de porter attention à la confiance qu'il peut avoir par rapport au nombre d'activités et de choses qu'il va faire avant de pouvoir sortir de chez lui par exemple, ou la confiance qu'il va avoir par rapport au temps qu'il va mettre pour arriver à tel endroit. Et donc généralement ce qui est observé, c'est que les personnes qui sont souvent en retard, c'est des personnes qui justement se disent intérieurement qu'elles vont pouvoir faire 5, 6, 7, 8 choses avant de pouvoir sortir de chez elles, alors que en réalité, vu le temps qu'il leur reste, elles ne peuvent que faire 2-3 choses. Et si on dézoome un petit peu et qu'on change d'échelle, une personne qui est souvent en retard, eh bien le fait qu'elle soit en retard à ses rendez-vous, ça aura un impact sur sa confiance en soi globale, qui fait qu'elle va perdre en estime d'elle-même parce que justement elle a été en retard à tel ou tel rendez-vous. Et donc, le fait d'être surconfiant à une petite échelle, sur le court terme, eh bien ça nous rend peu confiants
en soi, peu confiant en son caractère, en sa personnalité, sur le long terme, on va dire. Un des conseils que je me suis donné à moi-même à ce moment-là, c'est de me dire qu'en fait, pour surmonter la problématique d'être en retard, d'être à l'heure, il faut justement perdre en confiance sur le moment et limite moins prévoir de choses, être plus pessimiste sur le court terme avant ses rendez-vous, pour pouvoir être optimiste par rapport à soi-même, par rapport à sa capacité justement à être ponctuel, tout simplement, et à tenir ses promesses. Ça marche d'ailleurs aussi pour les promesses. Le meilleur moyen de tenir une promesse, c'est d'avoir peur de ne pas la tenir justement. Si on est trop confiant par rapport à nos objectifs, on risque de ne pas les atteindre. Ça me rappelle un des élèves que j'avais eu. Une année, j'avais 2 bacheliers différents. J'en avais un qui avait quelques difficultés, qui était assez confiant par rapport à ses révisions. Lorsque je disais alors comment tu te sens par le bac là, comment tu sens les examens, il me disait non franchement t'inquiète, je pense que ça va le faire et tout. Il avait quelques difficultés, c'était pas des difficultés insurmontables, mais lorsqu'il m'a dit ça, j'ai eu un petit instinct de lui j'espère qu'il va tout donner parce que. Et à côté, j'avais un élève au même moment qui avait aussi à peu près les mêmes difficultés, peut-être même un peu plus de lacunes en mathématiques. Cet élève-là, quand je lui posais la question, il se montrait vraiment très pessimiste. Il me disait ah, c'est un peu difficile, ah, c'est chaud, je suis un peu stressé, etc. Et au final, bah, devinez quoi? Quel est l'élève qui a eu son bac? Eh bien, c'est le deuxième, c'est celui qui stressait par rapport à son objectif, par rapport aux examens. Et ce stress-là, il est positif. Ça me rappelle justement le livre de Kelly McGonigal, Upside of Stress, donc c'est les effets positifs du stress. Et le premier élève qui était trop confiant, eh bien, il est passé au rattrapage, quoi. Donc pourquoi est-ce que j'ai eu cette réflexion-là? Et en quoi ça a un lien avec le livre des 7 habitudes? Et en quoi ça a un lien avec le livre de Robert Covey? Dans son livre, il parle des 7 habitudes. Donc c'est un livre très dense, très intéressant, un peu à l'ancienne, en mode développement personnel à l'américaine, mais très intéressant parce que c'est un des tout premiers livres justement de dev perso. Et il parle de choses très profondes comme les changements de paradigme et la différence entre le paradigme de la personnalité et le paradigme du caractère. Et qu'en gros, la plupart du temps, lorsqu'on veut répondre à des problèmes de nos vies, on va chercher des courts-circuits, on va chercher des raccourcis, des techniques pour arriver à mieux s'exprimer. Ça se voit beaucoup dans le domaine des rencontres et de la séduction. Et les gens vont toujours se demander quelle est la phrase, qu'est-ce qu'il faut dire, quelle est la phrase d'accroche, quelle est la technique qu'il faut utiliser. Mais personne ne pense réellement que ce qui marche vraiment pour faire des bonnes rencontres, etc., c'est de simplement travailler sur son caractère. Et ne pas chercher à projeter une personnalité éphémère grâce à une petite technique, grâce à un petit raccourci. Et au lieu de ça, travailler réellement sur sa propre capacité à être à l'aise avec les gens, à les mettre à l'aise et à simplement à être quelqu'un qu'on a envie de rencontrer. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pourquoi est-ce que je vous parle de ces 2 paradigmes, donc le paradigme du caractère et le paradigme de la personnalité dans ce livre de R. Covey? C'est que justement le paradigme du caractère, celui que la plupart des gens vont avoir lorsqu'ils veulent résoudre un problème, c'est justement le paradigme de la personne qui est optimiste sur le court terme et pessimiste sur le long terme. Dans le sens où quelqu'un qui veut résoudre un problème profond rapidement grâce à une technique, grâce à un raccourci, il va en fait avoir une confiance excessive sur le court terme, pensant que grâce à une simple technique ou un petit conseil, eh bien, il va pouvoir résoudre les problèmes de sa vie. En ayant cette croyance-là de confiance à court terme, en fait, il va aggraver ses problèmes sur le long terme. Il aura l'impression de les avoir réglés alors qu'en fait il a simplement adressé le symptôme et qu'il a juste posé un pansement sur le problème au lieu d'essayer de le régler en profondeur. Voilà tous les amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'était les 2 réflexions que j'ai eues la semaine passée. Et je voulais surtout en fait conclure sur les bienfaits de la lecture mais non scolaire, quoi. La lecture intuitive. Parce que là au final, ces 2 réflexions que je vous partage, moi en tout cas me semblent elles ont été pertinentes pour moi. Et pourtant, je ne me considère pas comme un très grand lecteur. Mais je fais en sorte que les livres soient présents autour de moi. C'est-à-dire que lorsque je suis dans les transports, j'essaie de mettre au moins un jour sur 2 un livre audio dans mes oreilles et écouter simplement comme ça les réflexions d'un auteur qui a pris le temps de peaufiner sa réflexion et de la mettre sur papier.
Et avoir cette réflexion-là dans mon oreille lorsque je me balade, lorsque je fais mes courses, eh bien mine de rien, ça va induire des prises de recul intéressantes. Et de la même manière, le premier livre donc de James Picard, dont je reparlerai sur la chaîne, eh bien je l'ai à peine feuilleté, en fait, j'ai dû lire un ou deux paragraphes dans le week-end, mais pourtant l'esprit du livre m'a accompagné et a ancré justement des prises de conscience qui ont permis cette réflexion-là et ces conclusions-là. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusque-là, si c'est le cas. Je vous dis à très bientôt pour la suite des événements.